Et on accueille également à cette table ronde Pierre-Marie Aubert, qui est le directeur du programme politique agricole et alimentaire à l'IDRI, et qui est également l'auteur principal du scénario TIFA, qui nous présentera un petit peu plus tard. Donc dans cette table ronde, on avait envie de parler des alliances possibles ou des alliances difficiles entre agriculteurs, écologistes, animalistes. On se rend compte que pour que ça bouge, il faut qu'on travaille ensemble, on aspire à travailler ensemble. On entrevoit des scénarios qui sont bénéfiques, bien évidemment, à la cause animale, à l'écologie, aux éleveurs et aux agriculteurs d'une certaine manière, mais on en discutera, peut-être qu'il y a quand même des difficultés. Et dans le même temps, on a l'impression qu'on a du mal à se parler, qu'il y a des blocages, qu'il y a des obstacles. Donc l'idée de cette table ronde, c'était d'aborder ces éléments-là. Donc on va avoir 3 temps d'échange, tout d'abord avec les intervenants. Un premier temps sur les visions, un deuxième temps sur les obstacles et un troisième temps sur les solutions. Et donc nous allons commencer avec les visions, et je vais te demander, Anne, qui est députée depuis 1 an, engagée pour la condition animale, quelle est la vision de la France insoumise et de la NUPES plus largement pour articuler à la fois le social, l'écologie et la condition animale en matière de projets politiques? Merci beaucoup Élodie, donc rebonjour à toutes et tous. Pour ce qui est de l'articulation, honnêtement, à la France Insoumise, pour nous elle est assez évidente, parce qu'en réalité c'est tout un système qu'il s'agit de repenser complètement. Je participais récemment à un échange avec un collectif qui réfléchit à la définition de critères pour définir les fermes-usines. Et en fait, il faisait la réflexion que, en réalité, on pourrait appliquer ce qualificatif à des exploitations autres qu'animales, en fait, parce que ils retrouvent à chaque fois les mêmes principes, le gigantisme, le moins de main-d'œuvre possible, un maximum de techniques, de technologies, d'intrants, et derrière des dégâts phénoménaux sur tous les plans sociaux, écologiques, éthiques. Bref, j'ai trouvé ça très intéressant comme remarque, et ça rejoint donc ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire qu'en fait là on est face à un modèle agro-industriel qui fait système pour broyer les agricultrices et les agriculteurs, qui nuit à l'environnement, à la biodiversité, au climat, et qui généralise la maltraitance des animaux. Donc, si on s'intéresse particulièrement donc à la situation des agriculteurs, qui dit gigantisme dit forcément recherche permanente de l'agrandissement, de la concentration des fermes, etc. Il faut savoir quand même qu'en France, on a perdu 20% des exploitations agricoles depuis 2010 et que leur nombre a été divisé par 4 en 50 ans. Donc c'est absolument colossal. Les agriculteurs, pour faire face, ils s'endettent, ils sont obligés, poussés à s'endetter, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, c'est une catastrophe. Et en plus, derrière, pour avoir une activité qui est bien souvent peu ou pas rémunératrice. Résultat, donc ils sont écrasés par l'endettement, par l'épuisement, et c'est comme ça qu'aujourd'hui, dans notre pays, un agriculteur ou une agricultrice se suicide chaque jour, et que globalement, 1 sur 5 vit sous le seuil de pauvreté, ce qui est complètement inacceptable, parce que normalement, leur métier, c'est de nous nourrir tous. Donc la sortie du modèle agro-industriel pour le modèle agroécologique que nous on porte, donc c'est-à-dire avec un retour en fait à une agriculture à taille humaine, riche en main-d'œuvre, respectueuse du vivant en général, mais des animaux en particulier. En fait, ça va bénéficier aussi aux paysans et à leurs conditions sociales. Sur le plan écologique, je pense que la démonstration n'a plus besoin de se faire, mais on le sait, au niveau du climat, l'agriculture représente 19% des gaz à effet de serre en France, jusqu'à 30% si on inclut les émissions indirectes comme les engrais chimiques, les déchets, etc. Pour ce qui est de la biodiversité, donc nous vivons la 6e extinction de masse, et dans ce contexte, le système alimentaire est la principale cause de l'effondrement de la biodiversité. Vous avez peut-être vu cette étude qui est sortie il y a à peine quelques semaines là, et qui montrait qu'on avait perdu près de 25% d'oiseaux, des populations d'oiseaux en Europe, et la première cause qui est invoquée, c'est justement cette fameuse agriculture industrielle. Pour ce qui est de la pollution, on l'a déjà un peu évoqué, il y a la question de la pollution des cours d'eau. 90% des cours d'eau sont contaminés aux pesticides, des résidus de glyphosate dans 99,8% des urines des Français quand même. Et puis la question donc de l'élevage intensif industriel dont on parle aussi aujourd'hui, qui rejette énormément donc de nitrates, mais aussi de phosphates dans les sols, dans les cours d'eau, avec des conséquences dramatiques comme celle de l'eutrophisation des milieux. Je crois que j'ai déjà évoqué tout à l'heure le fait qu'il y a par exemple des algues donc qui se propagent à une vitesse folle et qui étouffent
touche tout le vivant. C'est le cas des algues vertes, par exemple, en Bretagne. Il y a aussi des problèmes de rejet d'ammoniac, avec du coup des pluies acides, la destruction d'écosystèmes aquatiques, etc. Et puis, il y a aussi donc la question de l'élevage intensif et industriel, qui est insoutenable aussi du point de vue de l'utilisation des ressources. On peut, si on regarde les choses froidement, on peut considérer qu'il y a une forme de gaspillage quand même derrière tout ça, parce que c'est un système qui est extrêmement gourmand en eau, mais aussi en céréales. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, la ressource en eau, ça devient un véritable enjeu à l'échelle planétaire, raison pour laquelle je l'évoquais tout à l'heure, les batailles pour l'eau se multiplient un peu partout dans le monde. Et donc là, on pourrait se poser la question quand même de se dire, est-ce que ça vaudrait pas le coup de manger directement les céréales plutôt que de donner les céréales à manger aux animaux qu'on mange derrière. En tout cas, il faudrait certainement rééquilibrer tout ça. On sait aussi que, par exemple, l'élevage bovin est le principal responsable de la déforestation en Amazonie, puisqu'on déforeste massivement là-bas pour planter notamment du soja, qui en plus généralement est OGM, enfin avec tout ce qui va bien, pour notre bétail ici en Europe. Donc, s'ajoute le dernier point, la question donc justement de l'éthique envers les animaux. Et là, on l'a déjà dit, plus de 1,2 milliard d'animaux en France abattus et élevés chaque année. 8 sur 10 qui vivent confinés, en fait, donc en mode d'élevage intensif. Oui, le terme recouvre tous les élevages en cage ou en bâtiment sans accès à l'extérieur. Donc, sortir de ce système global que je suis en train de décrire, c'est ramener tout, encore une fois, à taille humaine. Et ça veut dire, pour les animaux, en finir une bonne fois pour toutes avec les fermes-usines, nous c'est notre mesure phare, mais aussi avec l'élevage en cage. Je ne sais pas si vous savez, mais enfin si vous devez le savoir ici, mais les truies par exemple vivent 6 mois par an, à peu près les truies reproductrices, dans des cages dans lesquelles elles ne peuvent même pas se retourner. C'est quand même un truc impensable. Il y a aussi les veaux qui vivent dans les cages, les lapins. Vous savez que 95% des porcs vivent sur caillebotis, c'est-à-dire sur béton, sans accès à l'extérieur, etc. Et puis avec toutes les mutilations qu'entraîne ce type d'élevage, puisque comme ils sont dans une trop grande promiscuité, pour laquelle ils ne sont évidemment pas du tout faites, ils développent des comportements inadaptés, donc on se retrouve à couper les becs, couper les griffes, meuler les dents, bon, bref. Et vous savez tout ça. On utilise beaucoup trop aussi de souches à croissance rapide. Vous savez, du coup, ces animaux qui ont été pensés, enfin modifiés génétiquement de manière, enfin avec le temps, mais de manière à ce qu'ils développent le plus vite possible du muscle, fassent de la viande le plus vite possible, grandissent le plus vite possible, avec tout ce que ça comporte comme fragilité et donc des blessures, des maladies à gogo. Bref, en fait, on le voit que ce soit du côté de la condition des agriculteurs, la condition des animaux ou de la condition écologique, on va dire. C'est la vraie solution, enfin en tout cas pour nous, la solution, ce serait donc ce système agroécologique dont tout le monde sortirait gagnant finalement, avec un programme qui du coup entraîne ou bien s'accompagne de, je ne sais pas dans quel ordre vous prendre les choses, d'un objectif clair de baisse de la consommation de produits animaux et de hausse de la production de protéines végétales, notamment à destination humaine. Et je rappelle juste pour finir que dans le système qu'on propose, nous, ce serait 300 000 agriculteurs qu'on installe. Donc voilà, ce serait vraiment un système radicalement différent de celui qu'on connaît. Merci beaucoup. Alors Pierre-Marie, est-ce que vous pouvez nous décrire les grandes lignes du scénario TIFA et nous dire est-ce que ça parvient justement à articuler social, écologie, conditions animales? Est-ce que ça c'est possible d'après ce scénario? Eh ben merci, bonjour à toutes et tous. Donc le scénario TIFA, juste pour redire, donc on l'a publié en 2018 avec Xavier Poux, je parle plus près. Et donc c'est un scénario qui, TIFA, ça veut dire 10 Years for Agroecology in Europe, donc c'est un scénario qui avait une cible anglo-saxonne ou en tout cas européenne, d'où son petit titre en anglais. C'est un scénario dont l'objectif initial, c'est vraiment de tester la mesure dans laquelle une Europe agroécologique au sens fort du terme, c'est-à-dire qui est bonne à la fois pour le climat, la biodiversité et la nutrition humaine, elle est jouable. Et au fond, quand on a lancé ce travail-là, c'était il y a quelques années déjà, on était dans un contexte où à Bruxelles, quand vous allez voir la DG Agri ou le Parlement, on vous disait oui, l'agroécologie, vous êtes très gentils, jeunes gens, mais allez jouer par là-bas dans le bac à sable, on fera 10% de la surface agricole utile en agroécologie, et puis pour le reste, laissez-nous faire les choses sérieusement. Et donc finalement, notre enjeu principal quand on a lancé ce travail, c'était un peu de gagner notre ticket d'entrée pour pouvoir discuter quelque part à pied d'égalité avec les autres.
Donc on a développé pour ça un modèle biophysique, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un modèle de balance de biomasse qui permet en fait de représenter physiquement le système alimentaire et de vérifier que quelque part on ne viole pas les lois de la physique quand on dit qu'on peut nourrir ou pas nourrir avec la surface qu'on a les Européens avec des systèmes comme ci et comme ça. Et donc pour faire très simplement, dans le modèle on représente un comportement de production végétale, un comportement de production animale, les équilibres entre les deux puisque les animaux on leur donne des végétaux, un comportement d'alimentation humaine, les humains ils mangent des végétaux et des animaux, et puis un comportement d'usage non alimentaire, biocarburant, si jamais on en laisse, biomatériaux, etc. Et puis derrière, on a la physiologie du système, c'est-à-dire le bouclage des nutriments, le phosphore, l'azote, toutes ces choses-là, qui si on les a pas, ça marche pas. On viole un peu la physique si on essaye de faire tourner un truc sans azote. Je rentre pas dans le détail, mais finalement, TIFA, c'est quoi? C'est un jeu d'hypothèses sur chacun de ces 5 compartiments. Donc la production végétale, la production animale, la nutrition, les bouclages de nutriments, et puis les usages non alimentaires de la biomasse. Et au fond, je vais passer très vite ces hypothèses-là, mais elles vous donnent une idée de ce qu'on a voulu tester. La première chose qu'on a regardé, c'est la partie, j'allais dire, gestion de la fertilité. Un système agroécologique, c'est un système qui, en fait, est vertueux du point de vue de la fertilité, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'importer des nutriments de l'extérieur et qu'il est capable de recycler les matières nutritives à l'intérieur. Et donc, pour faire ça, on a dit, on arrête d'importer des protéines de végétales, de soja, ça sert à rien, c'est juste de l'azote importé. On remet des légumineuses dans les rotations, donc des légumineuses qui fixent de l'azote. Et puis, on reconnecte les systèmes d'élevage et les systèmes végétaux pour pouvoir, en fait, faire circuler les nutriments à l'intérieur du système agricole. Ensuite, le deuxième boîte qu'on a regardé, c'est la boîte production végétale. Et là, on s'est dit, c'est compliqué. Production végétale, qu'est-ce que c'est le bon indicateur d'usage de pesticides qui est cohérent avec tout ce qu'on dit? Et en fait, la littérature ne nous dit rien là-dessus. La littérature, elle dit avec 0 pesticide, vous êtes bon. Et puis, à partir de 1 unité de pesticide, en fait, vous avez commencé déjà à avoir des problèmes. Donc, en fait, on a fait une hypothèse 0 pesticide. Et avec elle est venue une hypothèse 0 azote minéral. Je ne rentre pas dans le détail. Donc, en gros, l'agriculture biologique comme référence pour la calibration des rendements dans le modèle. Ensuite, on a regardé un élément central du paysage pour la biodiversité qui sont les prairies permanentes. Donc, c'est les grandes prairies que vous voyez en Bourgogne, en Normandie, dans d'autres régions, qui jouent en fait un certain nombre de rôles en matière de gestion de la fertilité, gestion des services écosystémiques, protection des captages d'eau. Et on s'est dit, un système agroécologique, c'est un système dans lequel ces prairies-là, elles ont toujours une place importante pour tous les services écosystémiques qu'elles nous rendent. Donc, par définition, on va maintenir la même surface de 60 millions d'hectares à l'échelle de l'Europe. Et on va regarder de combien d'animaux on a besoin pour utiliser ces prairies en compatibilité avec le bien-être animal, avec des objectifs, des ambitions assez fortes là-dessus. Après, tout le reste de la production animale, on l'a extensifié très fortement pour pouvoir la faire tenir uniquement sur des coproduits et des déchets alimentaires. Et puis derrière, évidemment, des régimes alimentaires qui bougent vers des choses plus équilibrées, plus saines, donc avec une division par 2 de la part de protéines animales dans la ration, une multiplication par 2 des fruits et légumes, ce qui est à peu près les recommandations OMS, et puis des ajustements ici ou là, notamment sur les produits laitiers qui diminuent aussi assez fortement. Le résultat de la modélisation, sans aller dans un grand luxe de détail, c'est que ça fonctionne. C'est-à-dire que non seulement avec des hypothèses telles que je viens de les mentionner, on a une Europe agroécologique qui nourrit l'ensemble des Européens, mais par ailleurs, on a une Europe agroécologique qui permet d'améliorer substantiellement le bilan calorique net de l'Union européenne. Dit autrement, aujourd'hui, l'Union européenne, contrairement à ce que vous pouvez entendre ici ou là, elle ne nourrit pas le monde. L'Union européenne, aujourd'hui, a un bilan net calorique déficitaire. On importe plus de calories que ce qu'on en exporte. D'accord ? Pourquoi ? Essentiellement parce qu'on est dépendant très fortement des importations de protéines végétales à destination de notre cheptel. Et donc ça dégrade en fait très fortement notre balance commerciale exprimée physiquement. Dans un scénario comme TIFA, en fait, on maintient à peu près 60% des exportations actuelles en blé. Et donc, en fait, on exporte aussi un peu de produits laitiers parce qu'on a besoin d'animaux pour utiliser ces prairies permanentes dont j'ai parlé. Et donc, en fait, on améliore sensiblement le bilan calorique de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'en fait, demain, dans une Europe comme celle-ci, on exporte 10% des calories qu'on consomme, alors qu'aujourd'hui, on importe 10% des calories qu'on consomme. Ce qui est quand même pas tout à fait neutre dans le contexte des débats actuels qu'on a au Parlement européen en ce moment, par exemple, sur la loi sur la restauration de la nature. Ce qui est intéressant dans ce scénario, et j'arrive à la fin, mais c'est qu'il est assez cohérent avec un certain nombre d'autres scénarios qui ont été publiés dans les mêmes périodes. C'est-à-dire qu'il repose sur des régimes alimentaires qui bougent, une économie très forte, de forte à très forte, sur l'usage des intrants de synthèse, et puis
une rediversification des systèmes de la parcelle au paysage, qui est en fait le fondement d'un système qui est fonctionnel d'un point de vue de la biodiversité. Évidemment, il n'est pas sans poser un certain nombre de questions sur le plan économique, dans un contexte où aujourd'hui, à peu près en gros quart ou un petit tiers, selon ce que vous voulez, de la valeur ajoutée et de l'emploi agroalimentaire, donc 4 millions d'emplois à l'échelle européenne, c'est dans l'industrie de la production animale, dont l'essentiel au niveau de l'abattage des coupes, un petit peu dans la production laitière, et plus de 40% de l'emploi agricole, c'est de l'emploi qui est directement lié au système de production animaux. Donc si vous voulez imaginer un système agroécologique dans lequel, d'un point de vue social, vous avez la même capacité à pourvoir un emploi, alors qui a plus de sens peut-être qu'autre genre d'manœuvre dans un atelier d'abattage des coupes. En fait, ça pose des questions de restructuration complète de l'appareil industriel et de réorganisation complète des systèmes de production agricole à la ferme, avec des enjeux assez importants de réorganisation des filières, de déspécialisation des filières, de déstandardisation de la production, qu'aujourd'hui, pour être tout à fait transparent avec vous, on s'est assez mal traité dans la discussion avec les professionnels, on sait encore moins en parler politiquement, et donc là, il y a tout un tas de choses qui restent encore à construire, qui restent encore à explorer. Et par ailleurs, dernier élément, et je pense qu'ici, avec le groupe parlementaire dans lequel on est, ça fait évidemment écho, qui est aussi assez orthogonal avec la nature des échanges marchands sur lesquels repose notre système alimentaire. Non pas ici pour dire que l'IDRI dit il faut arrêter le libre-échange, etc. C'est pas du tout la position, mais simplement pour dire si on veut, c'est la vôtre, ça je suis au courant, simplement pour dire si vraiment c'est vers ça qu'on veut aller, alors il y a des prérequis en termes d'organisation des échanges commerciaux sur lesquels on n'est pas du tout. Et donc aujourd'hui, un professionnel, quand vous lui parlez de ce genre de scénario-là, on y reviendra juste après, sa réponse c'est de dire « mais moi les gars, je ne peux pas faire ça. Aujourd'hui, j'ai du poulet brésilien qui arrive, j'ai ceci qui arrive, et même en intra-européen. Vous parlez à un professionnel français, il vous dit « mais moi les gars, j'ai du poulet néerlandais qui arrive, je ne peux pas faire face. » Donc il y a un enjeu d'harmonisation des modes de production sur la base d'une vision partagée de l'horizon souhaitable en matière agroalimentaire, en fait, qui est le prérequis qui est un prérequis. Si on attend ça, on risque d'attendre un peu longtemps. Donc il ne faut pas que ce soit juste un prérequis, mais qui est un élément central de la discussion vers des solutions et vers la construction d'un commun. Voilà. Merci beaucoup. Alors Stéphane, tu nous as fait une présentation assez bouleversante tout à l'heure de ton parcours. Je ne sais pas s'il y a déjà eu beaucoup d'anciens éleveurs qui ont reconverti, qui se sont exprimés ici. J'aimerais bien que tu nous parles un peu de ta vision. Voilà, pour toi, qu'est-ce qui peut se passer, par exemple, sur ton territoire? Est-ce que tu ressens une envie de changement? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont dans la même dynamique que toi? Alors oui, bien sûr, c'est ce qu'on disait avant, le but de l'effet boule de neige. Oui, je vais rien dire ça comme ça. Le fait de l'effet boule de neige, c'est ça qu'on compte beaucoup là-dessus. Et je dirais, il faut vraiment que la démarche, elle vienne des éleveurs. Ça, c'est vraiment le truc qui est important pour qu'ils changent. Donc, plus on sera transparent, plus on se manifestera en groupe pour faire des événements, des choses comme ça, que les gens nous voient, pas comme je disais avant, je crois qu'on a bien expliqué, si on est tout seul à manifester, on va passer pour des guignols. Si on est 5 ou 6, ça va déjà être plus intéressant. Mais à manifester, faire des petites manifestations où on propose nos produits, où chacun propose ses produits de reconversion, comme je redis Valérie là, qui fait ses caramels végétales, des choses comme ça, ça peut montrer que la chose elle change. Et si la démarche elle vient de lui, c'est sûr que ça peut que fonctionner, quoi. Merci beaucoup. Donc on sait d'où on part, on sait où on veut aller, on se rend compte qu'on rencontre beaucoup d'obstacles, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Si ça se passait bien, on n'aurait pas besoin d'organiser des rencontres comme celle-là. Est-ce que vous pourriez, chacun à votre tour, nous parler des obstacles? Voilà, c'est quoi les obstacles pour vous? Comment vous les décrivez et comment vous les expliquez? Dans l'ordre que vous préférez. Je peux repartir dans ce sens-là. Voilà. Oui, vas-y. Alors, les obstacles, c'est... alors, si j'ai bien compris la question, parce que j'ai pas trop l'habitude de ce genre de choses, c'est de ne plus manger de viande, on est bien d'accord. C'est ça l'idée, de passer du traditionnel à du végétal. C'est ça un des obstacles.
En fait, on est sur un chemin. Voilà, on aimerait bien engager toute la société dans ce chemin de la végétalisation de l'alimentation, mais on se rend compte qu'on n'y arrive pas. Voilà, en tout cas en France, c'est pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui bloque en fait? Parce qu'on a une vision qui est quand même hyper vertueuse, qui serait bénéfique pour la très très grande majorité des humains, pour la totalité des animaux, pour les écosystèmes. Pourquoi on n'y arrive pas en fait? Qu'est-ce qui nous empêche? Alors je pense qu'il y a cette histoire aussi de tradition, où les gens ont créé à manger de la viande une fois par semaine. Après, c'était quasiment tous les jours, parce que vous voyez, bientôt, en tout cas chez nous, la viande elle coûte bientôt plus cher. Non, les légumes coûtent plus cher que la viande. Donc là, vous voyez qu'il y a déjà un problème à ce niveau-là. Et puis aussi, comment je vais essayer de voir comment je peux présenter ça. Virginia, peut-être tu peux me donner un coup de main sur ce coup-là. Vas-y, complète un petit poil. Complète. On va faire ça à deux. C'est parfait. Personnellement, je ne sais pas si identifier un seul obstacle reviendrait pas à identifier une seule solution pour régler le problème. Et je pense que les obstacles, ils sont à plusieurs niveaux. Oui, il y a la tradition, oui, il y a les peurs de carence alimentaire, oui, il y a les peurs de changer de système économique, il y a les peurs, voilà. Et c'est pour ça que je pense que les stratégies militantes doivent pouvoir agir sur toutes ces sphères. Et on peut identifier un obstacle et se dire, OK, il y a ça à dépasser, c'est difficile, comment on s'y prend? Ou alors on va faire comme Stéphane, pour reprendre un exemple plus concret. Il a pu identifier ses peurs en faisant la démarche de changement, en fait, j'ai l'impression. Et peut-être que là, ça pourrait être une question intéressante philosophiquement parlant, c'est de se dire, OK, à un moment donné, on doit sauter dans le vide et essayer quelque chose et voir si ça marche aussi. Parce qu'on peut se baser sur des données analytiques à plein de niveaux, évidemment, mais chaque expérience est individuelle. Et en tout cas, avec les éleveurs-éleveuses qui se reconvertissent, j'ai l'impression que tous, à un moment donné, doivent faire ce grand saut dans le vide et parfois sans filet et se dire, OK, on va essayer, mais au moins, on va s'aligner avec notre conscience. Et puis, de toute façon, ça peut pas être pire, pour les éleveurs-éleveuses. Vous êtes conscients, comme on l'a dit, que non seulement il y en a beaucoup qui se suicident et qui sont tenus vraiment, qui sont serrés de tous les côtés, financièrement, en termes de charge de travail, etc. Et en fait, au final, quand ils sautent dans le vide, oui, peut-être qu'il y aura des problèmes financiers quelque temps, mais au moins, ils auront tellement d'autres points de soulagement qu'en fait, c'est tout bénef. Et voilà, j'aurais envie de dire ça, mais je ne sais pas si ça répond à la question. Ça répond bien sûr à la question. Il y a plein de manières d'y répondre. Alors Pierre-Marie, quand on voit le scénario TIFA, ça nous donne envie. Enfin, je veux dire, nous on aspire peut-être même à aller encore plus loin, mais en tout cas, on se dit que ce serait quand même un modèle beaucoup plus vertueux que le modèle qu'on a aujourd'hui. Alors, quand vous présentez le scénario TIFA à différentes catégories d'acteurs, qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce qu'il y a des gens qui écoutent avec attention? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont beaucoup de difficultés à accueillir vos propositions? TIFA a un énorme avantage quand on le met dans le débat public, c'est que ça reste un scénario qui prétend pas être autre chose. C'est pas de la planification politique, donc c'est un objet de discussion. C'est le rôle à l'IDRI, c'est ce qu'on fait de la prospective, non pas pour dire voilà ce qui doit être, mais voilà un objet possible qui nous semble quand même extrêmement pertinent à discuter, donc faisons-en un objet de discussion. Donc de ce point de vue-là, on a globalement été assez bien accueillis. Évidemment, je ne vais pas dire que tout le monde a accueilli ça en les bras ouverts, mais... Et donc... le principal point d'achoppement, et je pense que vous en avez longuement parlé ce matin, c'est évidemment le fait que sur la demande, on fait des hypothèses assez fortes, en fait, qui sont la seule manière de faire tenir le scénario. Et que de ce point de vue-là, je ne sais pas à quel point vous êtes allé ce matin, mais c'est évidemment une espèce de tabou social. Oui, on n'a pas le droit de toucher à la demande, c'est un objet de liberté du consommateur, etc. Donc on sait très bien que ça, c'est quand même assez limité comme argumentation, puisque le choix du consommateur, il est organisé par son environnement alimentaire qui lui-même est encore en fait fait pour consommer du produit animal de manière assez structurelle. Nos collègues Charlie Brocard et Mathieu Sojo ont raconté ça de manière assez précise dans une étude publiée récemment. Mais de facto, aujourd'hui, parler d'intervention publique sur la demande, c'est un tabou, vous le savez certainement mieux que moi dans l'hémicycle. Voilà, moi ce que je raconte souvent au Parlement européen, qui est plutôt mon espace d'intervention que le Parlement français, c'est qu'en fait aujourd'hui, si on regarde les dispositifs qui visent à faire bouger les pratiques de consommation,
pour aller très vite et de manière un peu abrupte. On a 50 millions d'euros sur le PMNS chaque année, on a 2 milliards d'euros de marketing pour les produits laitiers de l'autre côté. Et donc moi, ma question que je pose en général aux députés qui m'interpellent, c'est dites-moi qui influence le plus le consommateur. Je ne crois pas que la puissance publique aujourd'hui soit un opérateur très important, très influent des pratiques alimentaires. Or, en fait, il y a aujourd'hui besoin de réémanciper d'un discours émancipateur pour le consommateur et de fabriquer en fait un environnement alimentaire qui va aller dans son sens. Quand dans l'Eurobaromètre, il y a plus de 60% des consommateurs européens qui disent vouloir aller vers le moins et mieux, qu'en fait, ils n'ont juste pas les capacités, les moyens de le faire parce que leur environnement alimentaire, il n'est pas fait pour ça. Je pense que là, il y a des marges de manœuvre assez importantes. Ça, c'est du côté de la demande. Et de ce point de vue-là, je pense que Lucile Rogissard qui est là et mes collègues Mathieu et Charlie Brocard ont certainement beaucoup à vous apporter. Sur le volet de l'offre, qui est plus mon fonds de commerce, si j'ose dire, je pense que les questions sont au moins aussi importantes. Assez complexe en réalité d'un point de vue économique et social. Je l'ai dit juste avant, la production animale, c'est l'essentiel de la valeur ajoutée du secteur agricole, à l'amont comme au niveau de l'industrie. Et donc envisager une transformation très importante et une réduction très importante de la production animale, c'est forcément avoir besoin de poser ces questions-là. Je ne dis pas qu'elles sont insolubles, je dis que si on ne les pose pas, en fait, on fait comme si on évacuait du revers de la main des questions qui pourtant sont extrêmement importantes pour l'ensemble de nos concitoyens. Et donc nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Et donc, en fait, et là, les réalités sont assez différentes d'une filière à l'autre. Il y a des filières comme la filière laitière où, en fait, l'idée d'un moins et mieux fonctionne. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait envisager de réduire les volumes de production de 10, 20, 25% si vous avez envie. Et en fait, par le truchement, quelque part, d'une réallocation des flux de lait dans l'industrie, avec des industries extrêmement apporteuses de valeur et très intensives en emploi, vous pouvez assez facilement compenser la baisse de volume par un accroissement du volant d'emploi et de la valeur créée sur le territoire. Ça marche. Parce qu'en fait, avec du lait, vous pouvez faire de la poudre de lait à 1 ETP pour 1000 tonnes processées, ou vous pouvez faire du comté à 40 ETP pour 1000 tonnes processées. Donc, en fait, après, c'est une question de débouchés et de comment vous structurez vos débouchés et de ce que les consommateurs ou les citoyens sont capables de mettre dans l'assiette. Mais en tout cas, il y a des marges de manœuvre réelles. Quand vous prenez l'industrie de l'abattage des couples, ça marche pas comme ça. Un animal, il faut l'abattre et le découper, si tant est qu'on accepte qu'on puisse le faire. Et ça, en fait, que votre poulet soit label rouge, que votre bœuf il soit de méga top qualité, en fait, il faut à peu près la même intensité en emploi pour le battre et le découper que un produit de basse qualité. Donc, en fait, la réduction des volumes se traduit immédiatement en perte sèche sur la valeur créée et sur l'emploi créé sur les territoires. Donc, vous pouvez imaginer le compenser, c'est ce qu'on raconte souvent, hein, mais on va compenser ça avec les fruits et légumes. En fait, c'est pas si simple. Les ordres de grandeur sont pas là. L'industrie de la transformation du blé, sauf la boulangerie, et on peut y venir après, hein, mais l'industrie de la transformation, on va dire, des produits aminacés en sens large, en fait, c'est des intensités d'emploi qui sont beaucoup plus faibles. C'est des valeurs ajoutées qui sont beaucoup plus faibles que sur l'industrie de la viande, qui fait 80, 90, voire 100 ETP par 1000 tonnes de transformés. Et donc, en fait, c'est très, très difficile d'avoir des compensations strictes. Donc, est-ce que c'est un plan social pour l'agriculture qu'il faut envisager? C'est pas très vendeur politiquement. Mais en tout cas, c'est cette question-là qu'on est obligé de poser. Et évidemment, on a la boulangerie, qui est extrêmement intéressante parce que la boulangerie, c'est 100, 150 ETP par 1000 tonnes de farine, par 1000 tonnes de blé équivalent transformé. Mais, sauf que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on était, il y a 20 ans, à 70% de pain issu de boulangerie artisanale. Aujourd'hui, on est à 55%. Et le trend, il est là. Donc voilà. Donc, les compensations, elles supposent, ça a été dit tout à l'heure, hein, elles supposent des reconfigurations de l'ensemble du système alimentaire sur lesquels il y a assez peu de gens qui sont prêts à discuter. Et évidemment, nous, à l'IDRI, notre rôle, c'est de permettre que ces choses-là soient discutées. On va pas baisser les armes. Évidemment, il faut que ces combats soient menés, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'options pour tenir notre système alimentaire en vie. Hein. En réalité, c'est ça dont on parle, en tout cas à l'horizon 30 ans. Mais il ne faut pas non plus être naïf sur la complexité des objets et des questions qu'on se pose sur le plan social et sur le plan économique. Et en fait, les équivalences sont un peu plus compliqué que ce qui est parfois dit, à mon avis, de manière dommageable pour le débat. Voilà. Merci. Donc moi je vais aller un peu dans la continuité de ce que vous venez de dire et j'ajouterais que même sans aller jusqu'à un changement aussi profond que celui que vous évoquiez à l'instant, simplement le fait d'aller vers un peu plus de végétalisation de l'alimentation, on voit qu'au niveau de la politique nationale, au niveau du gouvernement, il y a un blocage énorme. Il y a clairement une volonté de maintenir le statu quo et de préserver les intérêts de l'agroalimentaire industriel. Un exemple récent qui m'a
m'a bien agacé. Au moment de la présentation du plan eau, par exemple, par le gouvernement, il avait laissé complètement de côté la question agricole. Alors que, par exemple, si on parle de l'irrigation du maïs, c'est 25% de la consommation d'eau douce en France. Et ce maïs, où est-ce qu'il va? Principalement au porc et aux volailles élevées de manière intensive et industrielle. Donc c'est une vraie question. Et il y a la question aussi du gaspillage. On l'a déjà un peu évoqué de la ressource en eau elle-même. Parce que je le disais tout à l'heure en introduction, on estime à peu près à 7900 litres la quantité d'eau nécessaire à la production d'un kilo de protéines animales. La question de la qualité de l'eau, j'y reviens pas parce que j'en ai déjà beaucoup parlé, était complètement absente de ce plan aussi, donc y compris les conséquences notamment de l'élevage industriel dessus. Bref, et quand par exemple je l'ai interpellé là-dessus, parce qu'il est venu nous présenter en commission du développement durable, il a tout balayé avec mépris incroyable. Alors déjà, il m'a dit qu'il n'y avait pas de ferme-usine dans notre pays, il m'a envoyé voir en Belgique, apparemment là il y en a, pas chez nous. Il a dit que justement, pour lui, on ne savait pas satisfaire la demande française aujourd'hui, donc puisqu'on importe, hein, c'est le cas. Donc en gros, il n'y a aucune réflexion, on continue. Il va même falloir accélérer, puisque manifestement, on ne satisfait pas la demande. Et quand je lui fais la réflexion que justement, on pouvait peut-être engager une végétalisation de l'alimentation, justement pour faire baisser cette fameuse demande, alors là, c'était grandiose. Il m'a dit, ah oui, alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une loi qui dit, article 1er, il est interdit de manger de la volaille. Moi, je ne sais pas le faire. Bon, voilà, ça donne le niveau du débat. Non, je suis désolée, c'est exactement ça. C'est filmé, vous pouvez aller le voir en ligne. Donc voilà, c'est vraiment c'est du mépris, je peux pas dire autrement, et une manifeste volonté de ne surtout pas réfléchir à tout ça. Quand j'en ai rediscuté, parce que j'étais un peu énervée, je l'ai poursuivi dans le couloir après, on a continué la discussion de manière informelle et non filmée, mais pareil, quand je lui ai parlé gaz à effet de serre, pollution de l'eau, etc., il m'a répondu, ah non, mais là, vous jouez sur différents curseurs. Comme si on ne parlait pas d'un seul et même système, agro-industriel en l'occurrence, autour de l'élevage industriel, qui est profondément destructeur pour un seul et même écosystème vivant. Enfin, c'est la pensée en silo, quoi. On l'a vu aussi avec la proposition de loi de notre collègue Francesca Paschini sur Bien manger, qui contenait des mesures pour étendre les menus végétariens. Et là, c'est pareil. Alors, je crois que, avec tout le respect que j'ai pour mes collègues, j'ai rarement entendu autant de stupidité énoncée sur un texte, avec vraiment, alors toute l'aile de la droite et de l'extrême droite, vraiment juste à se moquer déjà des écologistes. Ils sont ridicules, ils veulent tout nous interdire. Enfin, voilà, le refus complet de simplement d'évoquer ce sujet de manière sérieuse. En fait, c'est ce que je dis au ministre. On ne peut pas parler sérieusement. En fait, qu'on soit pas d'accord, je l'entends, mais voilà, le dialogue n'existe pas. Et dernier point encore récent, vous l'avez vu, Monsieur Bruno Le Maire qui a fait un tweet parce qu'il avait été visiter une entreprise qui fabrique des alternatives végétales à la viande. Il s'est pris derrière une volée de bois vert. Juste derrière, il y avait le rapport de la Cour des comptes justement qui disait qu'il fallait envisager la baisse des cheptels français. Et donc là, branle-bas de combat. Monsieur Bruno Le Maire a dit qu'il regrettait ses propos. Monsieur Fesneau a dit bien sûr qu'il était hors de question d'envisager une réduction des cheptels, etc. Enfin, on voit bien qu'il y a blocage complet. Par ailleurs, je me permets quand même une réflexion. On a parlé de la question de l'importation. Il est vrai que si diminuer nos cheptels, ça veut dire importer plus ailleurs. Voilà, c'est pas une solution. Il faut quand même effectivement avoir ça en tête vu le système en place. Derrière tout ça, il y a évidemment le poids des lobbies, le lobby de l'agroalimentaire, la FNSEA. On sait que les liens sont ténus. Je vous conseille un petit livre d'ailleurs qui s'appelle Des lobbies au menu, qui explique très bien tout ça. On voit comme ils sont organisés à tout point de vue. Et juste 2 exemples qui illustrent ça. L'ancienne chef de cabinet de Marc Fesneau est partie pour faire directrice de la communication d'un lobby du pesticide, et à l'inverse, la nouvelle conseillère en communication, la plus récemment, est en fait une ancienne directrice de la communication de l'ANIA, donc un lobby donc de l'agro-industrie. Et quand on le provoque là-dessus, il lui dit oui, la prochaine fois je prendrai un chanteur d'opérette comme ça qui n'y connaît rien, c'est envisageable. Enfin, moi, encore une fois, voilà, il balaye toute cette réflexion d'un coup de main. Je pense que derrière, il y a aussi un peu une question d'idéologie liée à la question de la liberté de choix, qui est effectivement importante dans la société, je la nie absolument pas, mais que je ne peux pas m'empêcher de relier quand même
à l'aspect économique, c'est-à-dire le coût de la main invisible du marché. Je crois que je l'évoquais tout à l'heure, avec l'idée que, en fait, la somme des choix individuels, quand chacun fait ce qui lui semble le mieux, on arrive à le mieux pour le collectif. Bon, on a bien vu comme ça marche d'un point de vue économique, hein, le ruissellement, tout ça, tout le monde en profite. Je pense que sur la question agro-industrielle, alimentaire, tout ça, c'est le même problème. Or, si on estime qu'il y a un véritable enjeu collectif, et je crois qu'ici on partage tous cette impression, à changer, à aller vers plus de végétalisation de l'alimentation pour toutes les raisons qu'on a données aujourd'hui, alors il faut rendre ce choix plus facile, plus accessible. C'est la question de l'environnement alimentaire dont vous parliez à l'instant. Et là, le pouvoir public, normalement, devrait avoir un rôle à jouer, ce qu'il ne fait pas du tout, bien au contraire. Alors, si on s'est réunis aujourd'hui, c'est parce qu'on a envie que ça change. On représente des catégories d'acteurs différents. Voilà, on est des acteurs associatifs, politiques, économiques, militants aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous avez des pistes de solutions à nous proposer pour qu'on reparte avec ces propositions dans nos bagages ce soir? Alors moi, je me dis que comme je viens d'un milieu quand même, comme je disais, de la droite et tout ce qui s'ensuit, et puis que j'ai réussi à changer et de tout bouleverser ce qu'on a fait, je pense que je suis pas le seul ni le dernier. Donc moi, je garde mon ton sur ma boulangerie. On fait une semaine de travail. Sur une semaine de travail, on bosse le lundi, le mercredi, le vendredi et le samedi. Et le mardi et le jeudi, c'est les jours où, comme aujourd'hui on est là, où on vient échanger et discuter. Alors j'aimerais vraiment garder ces jours-là pour pouvoir aller prospecter à gauche à droite, déjà rien que le fait d'aller au service exactement, au service des affaires vétérinaires, et puis de pouvoir montrer un côté plus humain, parce que je pense que les agriculteurs, malgré tout, ils font un métier qui est pas facile, hein. Ils sont, comme on a dit, endettés et tout ça, et si tu arrives et puis tout de suite tu les braques, ça va pas fonctionner. Donc moi j'aimerais vraiment garder ce ton-là pour passer du temps avec eux, pour les approcher et puis leur montrer que si moi qui étais très renfermé et très arrêté dans mes idées, eh ben j'ai réussi à le faire, quoi. Donc pourquoi pas eux. Et en plus que Virginia, elle a aussi, vous voyez qu'elle parle beaucoup mieux que moi. Non, mais c'est vrai. Et puis, le fait qu'on soit un binôme, c'est aussi intéressant. Parce que des fois, le fait d'avoir une femme, ça peut aussi apaiser pour la discussion. Et puis, voilà, moi, je suis vraiment disposé à ça et j'ai du plaisir à le faire. Et je pense que plus on ira les approcher au lieu de les serrer, enfin, au lieu de les je veux pas dire engueuler, comment on dit ça, au lieu de les dénigrer exactement, au contact, ce sera beaucoup plus intéressant. Et on pourra évoluer. C'est comme, je peux me permettre, c'est comme les images d'abattage, des choses comme ça. C'est quelque chose c'est vrai, il faut le faire, il faut le montrer, ça c'est sûr. Moi, je l'ai vécu de l'intérieur, donc j'ai plus besoin de regarder ça, je sais comment ça se passe. Mais je pense que si moi, un jour, je devrais militer, même si je le fais comme ça de temps en temps, je pense que j'aurais plutôt tendance à me dire, voilà, à la sortie de la Migros, je viens avec mon stand, puis je leur dis, venez déguster, voilà une alternative, et puis goûtez. Vous aimez pas, tant pis, mais au moins, voilà une alternative, parce que je pense que les gens, si on leur montre toujours les choses qui vont pas, montrons-leur aussi des choses qui fonctionnent bien, quoi. Voilà. Je peux enchaîner là-dessus parce que c'est vrai que nous, à l'Ivry, on a une position qui est celle-ci, hein, qui est d'investir dans la discussion, dans la construction de solutions. Et c'est vrai que depuis 6 mois, avec nos collègues d'I4CE, de Solagro et du BASIC et d'ASCA, donc des bureaux d'études ou des think tanks qui travaillent avec nous sur ces questions de transition de système alimentaire, on a engagé un dialogue extrêmement exigeant avec les interprofessions de la volaille, du porc et du bœuf pour identifier un espace des possibles. Alors, encore une fois, c'est un dialogue exigeant. Je suis tenu par la confidentialité, donc je ne vais pas vous raconter ce qu'on s'y dit dedans, parce que sinon mais en tout cas, je suis assez convaincu par ce qui vient d'être dit, sur le fait que tu l'as dit tout à l'heure, hein, si ça ne vient pas d'eux, ça ne marchera pas. Et en même temps, pour que ça puisse venir des agriculteurs eux-mêmes, en fait, il faut qu'ils aient une vision sur la filière. Il n'y a pas un agriculteur aujourd'hui, alors je ne sais pas comment c'était pour toi, mais
qui réfléchit que sa ferme. Il sait que sa ferme, elle dépend d'une filière, il sait que sa filière, elle dépend d'un débouché, que ce débouché, il est organisé pour partie par des politiques commerciales et par des stratégies de marché. Donc nous, on a fait ce choix-là d'aller jusqu'au bout de ce raisonnement, de ce mode de raisonnement, et d'essayer de construire des visions. Voilà, c'est exigeant, et en même temps, je pense que on est face à des gens qui ont envie d'avancer aussi. Ils sont pas aveugles aux réalités. C'est pas tous les jours rigolo de leur dire, écoutez les gars, en fait, ça marche pas là. Vous allez pas, enfin là, vous allez faire des gains d'efficience, très bien, ok, 20%, mais si c'est pour augmenter les volumes, ça marchera pas en fait. Et donc aujourd'hui, on a cette discussion-là, qui est encore une fois extrêmement compliquée, mais ils ont le désir de regarder un certain nombre de choses en face. Donc moi je suis assez confiant. Et après, il faudra construire des solutions politiques qui permettent à tout ça de déboucher. Donc voilà, il faut y aller. Alors justement, construire des politiques, parlons-en. Donc déjà, merci pour ce témoignage. Ça fait plaisir de savoir qu'il y a un dialogue qui existe justement avec les interprofessions, Solagro, etc. Voilà, ça donne de l'espoir. En tout cas, nous, ce qu'on porte dans notre programme politique, c'est de commencer par se fixer des objectifs. C'est pour ça que notre idée principale, vous l'avez sûrement entendu, c'est la planification écologique. Bon, quand je dis planification écologique, ça n'a rien à voir avec celle du gouvernement actuellement, qui fait des plans les uns après les autres, avec 3 mesures, un numéro vert et pas tellement de cohérence entre tout ça. Nous, l'idée, par exemple, pour le système agroalimentaire, parce que l'idée, évidemment, de la planification écologique, c'est de réfléchir à tous les secteurs pour donc une transition globale de la société. Et pour ce qui est de l'alimentaire, nous, on propose de mettre en place un ministère de la production alimentaire. Et en fait, derrière, c'est l'idée de se fixer des objectifs. Donc là, en l'occurrence, de réduction, par exemple, de 50% de la consommation de protéines animales, mais de partir finalement des besoins pour avancer. C'est tout le raisonnement derrière notre proposition politique de toute façon. Donc avec un plan d'ensemble global, parce que l'idée c'est qu'aujourd'hui l'action politique elle peut plus être guidée par l'objectif de produire toujours plus sans se soucier, donc je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, des conséquences écologiques, éthiques, sociales, ni même de la faim qui continue de sévir dans le pays. Vous savez qu'aujourd'hui 40% de la population se prive d'un repas régulièrement, donc on est quand même sur une situation assez dramatique à ce niveau-là. Donc nous, notre idée c'est de travailler à tout ça, de garantir à toutes et tous l'accès à une alimentation de qualité, saine et respectueuse du vivant par ailleurs. Et ça passe par exemple aussi par des mesures comme le blocage des prix. On avait proposé l'encadrement, le blocage de prix de fruits et légumes de saison par exemple. Enfin, on continue à le proposer, c'est une mesure forte et importante pour nous. Évidemment, dans un contexte social où on vise une augmentation des salaires et du pouvoir d'achat d'une manière générale. La lutte contre la malbouffe. Un autre outil qu'on prône, c'est celui de l'utilisation de la commande publique et notamment de la restauration collective. Et ça, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, donc je rentre pas trop dans les détails, mais évidemment, on prône une alternative végétarienne ou végétalienne quotidienne dans toute la restauration collective, en essayant aussi d'orienter les usagers vers ces alternatives-là, de les rendre plus attractives. Et puis aussi l'idée d'un menu végétarien imposé par semaine, imposé entre guillemets, c'est toujours pareil, ça ne plaît pas, mais enfin l'idée c'est d'être sûr que tout le monde découvre en fait. Et voilà, va vers d'autres horizons éventuellement ensuite. Tout ça évidemment dans le cadre d'une cantine gratuite, 100% bio et locale. Il y a bien sûr derrière de la formation des professionnels. On l'a un peu évoqué aujourd'hui, on a parlé des médecins ce matin, mais il y a aussi évidemment tout le secteur de la restauration qui doit être formé à la cuisine végétale, parce que si on veut qu'il y ait un mouvement en ce sens, il faut que ce soit bon. C'est bête à dire, mais si l'alternative végétale au steak, c'est un bloc de tofu saisi de chaque côté, rigolez pas, je pense qu'on en a tous déjà eu dans certains restaurants. Bon, forcément, c'est pas comme ça qu'on va avancer. Il y a d'autres mesures qu'on propose, comme celle, par exemple, d'encadrer la publicité pour les produits animaux, de la même manière évidemment qu'on va encadrer les produits, par exemple, pour trop salés, trop sucrés, extra gras, etc. Mais le gros du sujet, je pense que vous l'avez tous compris, c'est la question de la bifurcation du système en lui-même, donc la sortie de tout ce qui ne va pas, les pesticides dangereux, la sortie de l'élevage industriel, on en parle aujourd'hui, la généralisation progressive de l'agriculture, donc biologique et paysanne, et ça passe par un soutien durable aux agriculteurs. Alors justement, leur permettre cette transition pour pouvoir relocaliser la production, pour pouvoir se sortir de l'endettement. Gabriel l'évoquait tout à l'heure, une
une de nos mesures phares, c'était justement de reprendre l'endettement des agriculteurs pour leur permettre ensuite de se réorienter vers une forme d'agroécologie, d'être accompagnés là-dedans. Il faut ici évidemment des tarifs qui soient rémunérateurs, parce qu'on l'a dit, aujourd'hui c'est un gros problème, et permettre en gros l'installation de nouveaux et nouvelles paysannes en les protégeant aussi du dumping social dû aux importations. Enfin voilà, on l'a évoqué aussi plusieurs fois. Si c'est pour importer moins cher, encore moins bien produit ailleurs, tout le monde est perdant. Et enfin, évidemment, la sortie de l'élevage intensif, qui est un non-sens écologique, sanitaire, on l'a dit, et donc sortir définitivement des fermes-usines. Ça, c'était vraiment une de nos mesures phares, empêcher les agrandissements justement des installations pour qu'elles deviennent des fermes-usines. Et en fait, pour tout ça, en réalité, on a des outils. Parce que par exemple, le gouvernement se cache toujours derrière l'Union européenne. Vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est un peu jamais leur faute, mais en réalité, la PAC, donc la politique agricole commune, les subventions issues de la PAC, on a une marge de manœuvre pour les utiliser. Et là, en l'occurrence, vous le savez, plus d'un tiers du budget annuel, il est consacré, distribué sous forme d'aide à l'hectare. C'est-à-dire que donc plus vous avez une grande exploitation, plus vous recevez d'aide. Donc ce qui est complètement, qui évidemment entraîne le fameux gigantisme que je dénonçais plus tôt. Et donc nous, évidemment, l'idée, ce serait de faire l'inverse, c'est-à-dire de subventionner plus massivement ceux qui vont vers une transition agroécologique, vers des critères de bien-être animal, ou la sortie progressive de l'élevage industriel, entre autres. Bref, tout ce qui permet de financer un système qui soit vertueux sur tous les plans, comme je l'ai dit, à taille humaine, paysan, biologique si possible, en tout cas agroécologique, et qui respecte les humains, le vivant. Tout un programme. Virginia, tu voulais ajouter quelque chose, non ? Il y a une chose qui me paraissait importante, parce qu'on ne peut pas parler de consommation de viande sans parler des animaux eux-mêmes. Et parmi les solutions, une parmi d'autres évidemment, il y a les rencontres qu'on peut et qu'on doit créer entre les humains et les animaux. Parce que je remarque qu'il est difficile de convaincre avec des arguments, même scientifiques, un humain qui n'est pas prêt à se remettre en question sur son rapport aux animaux. Par contre, quand on fait rencontrer des humains directement avec un cochon, une vache, un mouton, une chèvre, yeux dans les yeux, cœur contre cœur, il y a des miracles qui opèrent. Et il y a des sanctuaires en France, il y en a un certain nombre quand même, et je ne sais pas dans quelle mesure ce serait envisageable d'organiser des programmes, même scolaires, des enfants ou même des personnes âgées. En fait, toutes les strates de la société pourraient avoir cette chance-là d'aller au contact des animaux qui ne sont pas exploités. Et là, Stéphane pourra le dire aussi, même les éleveurs qui parfois me cèdent des animaux, pour parler crûment, qui viennent les voir ensuite, sont choqués eux-mêmes de voir comment les animaux se comportent quand ils ne sont plus exploités. Ils ont un caractère complètement différent. Évidemment, pour nous, ça paraît logique, mais que même les éleveurs puissent voir ce qui se passe dans les sanctuaires, ça les aide à se réorienter aussi. Et c'est le cas de tous les bovins qui sont au sanctuaire coexistés actuellement. Et tous ont permis, de par leur arrivée au sanctuaire, d'accompagner leurs éleveurs à la reconversion. J'ai pas eu besoin de faire grand-chose des fois. Donc comme quoi, le fait de faire cette expérience, ça peut être vraiment bouleversant, et là on voit des effets mesurables à court terme, vraiment très concrets sur les gens. Évidemment, sur les enfants, c'est magique aussi ce qui se passe, et c'est vrai que ça permet peut-être de mieux considérer encore les conséquences de notre mode alimentaire quand on sait de qui on parle en fait, quand on parle de viande. Donc voilà, ça c'est peut-être une idée. Je sais pas à quel point c'est. Peut-être qu'on devrait emmener les députés dans les refuges. Vraiment. Je peux juste rebondir sur le comportement des bovins. C'est par rapport à Maya. Oui, par exemple. Mais... Quand on a cédé Maya, alors qu'elle était choyée chez nous, il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là, elle nous a fait la tête. Ça veut dire que pendant presque 6 mois, quand on allait la trouver, elle nous chargeait. Et on ne comprenait pas. Je disais, mais pourquoi tu nous charges ? Et du coup, ça nous interpelle quand même. Quand tu as une vache que tu as caressée pendant 2-3 ans, elle était super sympa avec toi, tu l'amènes au refuge, elle t'ignore. Et bon, il s'est passé bien 6 mois et on a fait une émission TV et le journaliste me dit, écoute, est-ce que c'est possible d'aller au parc voir ta vache ? J'ai fait, écoute, je suis pas absolument sûr parce qu'encore hier, elle est arrivée, elle nous a chargé. Mais pas méchant, mais je dis, écoute, je veux bien essayer, on verra bien. Et là, ce jour-là, on arrive un petit peu tendu quand même. Elle était en haut du pré, on l'a sifflée, elle est descendue. On a pu la caresser. On a fait ce reportage et depuis ce jour-là, elle nous a, elle a re-switché dans le bon sens. Elle nous a acceptés. Donc, je pense que elle devait se demander ce qu'elle faisait là. Et en gros, pour nous
pas punir, mais en gros nous dire, bah voilà, j'ai subi ça, maintenant je suis tellement bien, j'ai plus envie de revenir chez vous. Elle savait pas qu'elle allait rester définitivement chez Virginia. Et quand on a fait ce reportage avec ce journaliste, elle est venue nous trouver. La hache de guerre a été enterrée. Et depuis, elle a son caractère, hein, ça c'est sûr, mais elle nous réaccepte. Donc ça aussi, c'est une belle vision des choses, et ça montre qu'ils sont très malins. Il ne faut pas croire que c'est seulement 4 pattes. Hein. Il y a toute une histoire derrière. Et les sanctuaires, effectivement, quand on voit des gens qui arrivent et qui pleurent quand ils voient ces vaches, ou des gens qui en ont eu peur, puis qui arrivent, puis qui voient Maya qui se pointe comme ça, puis qui tend le cou pour se faire gratter, c'est quand même fantastique. Hein. Tu l'imagines mal dans une barquette en plastique, quoi. Merci beaucoup. Alors pour clôturer cette journée avant le mot de la fin, on va prendre vraiment un temps de parole. Donc l'idée, c'est pas qu'il y ait des questions-réponses, mais c'est vraiment que vous puissiez exprimer ce que vous avez envie d'exprimer. Si c'est possible, on vous remercie d'essayer d'avoir des prises de parole qui sont plutôt courtes, de l'ordre de 2 minutes, pour qu'un maximum de personnes puissent prendre la parole. Et donc Camille va faire circuler le micro dans la salle. Alors, si vous pouvez peut-être juste vous présenter, enfin dire d'où vous parlez. D'accord, alors je m'appelle Harry Wayan, j'ai un sanctuaire qui s'appelle le Sanctuaire du Château, et je suis obligé de rebondir en fait sur ce que je viens d'entendre, puisque j'invite absolument toutes et tous les élus à venir à la maison et à venir en fait visiter. Bien sûr, il y a Florence aussi qui a son sanctuaire aussi, la Fondation de Félicie. Et Florence, je me permets aussi de parler du réseau. En fait, Virginie n'est pas là. Virginie, c'est la fondatrice du réseau des refuges animalistes de France, enfin du réseau national des refuges animalistes. Et c'est un réseau qui est tout récent, ça fait 2 ans. Et en fait, c'est un réseau qui réunit les refuges et les sanctuaires qui ont les mêmes valeurs que nous, c'est-à-dire des valeurs antispécistes, des valeurs de respect et de la considération pour les animaux dits d'élevage. Et je pense que clairement, il y a vraiment quelque chose à faire là-dedans. Moi, je considère que les sanctuaires, en fait, il y a trois grands objectifs. Premier objectif, c'est très concret, c'est de sauver les individus. Deuxième objectif, c'est de sensibiliser avec de la communication via ces individus-là. Et troisième objectif, c'est justement ce dont on parle, c'est de proposer une solution face à un avenir où on se dit, si on arrête l'élevage, qu'est-ce qu'on va faire des animaux ? Si on arrête l'élevage, si on arrête ce système, qu'est-ce qui va se passer ? Et donc, les refuges, les sanctuaires proposent des solutions de comment vivre en communauté avec ces animaux qui ont été créés par nous-mêmes. Et je considère souvent que, en fait, on a maintenant la responsabilité de s'en occuper, et de s'en occuper sans les manger, sans les torturer, sans les séquestrer. On est d'accord. Voilà. Et alors peut-être une remarque aussi, désolé j'enchaîne, mais c'était une petite remarque sur ce que vous disiez sur tous les ministres. C'est hallucinant de voir comment il y a je dirais pas une incompétence, parce que ce serait vraiment pas bien de le dire, mais en tout cas une incompréhension en fait sur le sujet. Alors qu'il y ait peut-être des conflits d'intérêts dont vous en parliez, ça on peut complètement l'admettre. Mais alors nos élus qui ne connaissent pas les sujets et qu'en plus de ça ils ont des réactions super complaisantes, enfin super au contraire super péjoratives. Du coup, je me dis là où il faudrait peut-être aussi trouver une solution, c'est d'éduquer en fait, c'est d'éduquer nos élus. C'est un peu bizarre de dire ça, mais de dire attendez, réfléchissez, commencez à vous renseigner sur des sujets qui vont être de plus en plus importants. Voilà ma petite remarque. Merci. Ah oui, merci. Karine, je travaille à la VF, je coordonne la revue Virage. On parlait tout à l'heure de l'importance de pouvoir réfléchir la transition et aussi du poids des lobbies. Donc je me dis que dans ce qu'on souhaite faire, que ce soit pour la fin de l'exploitation animale ou pour la transition agricole, ça me paraît important aussi d'avoir un travail de transparence de la vie publique, de grignoter le pouvoir des lobbies. Et je pense qu'en plus, ça répondrait aussi à un très fort désir de la société d'avoir à nouveau le sentiment d'avoir les commandes en main, et que les citoyens peuvent agir, et que leurs demandes, leurs initiatives ne vont pas être bloquées au niveau intermédiaire entre les élus et la société civile, qu'il n'y ait pas cette strate grise où les désirs et les initiatives s'enlisent et n'arrivent pas à trouver forme. Donc Philippe de l'AVF également. À titre personnel, je suis empreint profondément de convictions douces, de montrer l'exemple et de transmission de cette manière.
politiquement, je trouve qu'on est complètement à côté de la plaque. Notre monde a subi des décennies de matraquage publicitaire, d'information, de contraintes de loi, etc. Et on est là à dire, faut prendre les gens un par un, doucement, leur montrer ceci, cela. Alors que on se bat contre des géants politiques qui utilisent des armes quasi atomiques pour maintenir le monde sous une pression totale. Donc j'ai au quotidien dans la vie cette conviction-là de la tendresse, et de la compassion et de la communication. Au plan politique, je pense qu'on se fourvoie si on ne s'engage pas dans un combat hard. Grégory Moreau, donc je suis un élu local du parti animaliste et j'ai à ma gauche une des coprésidentes, Muriel Fusy, de ce même parti. Une remarque politique, on le sait, le fait de pousser les menus végétariens politiquement, c'est pas facile, et vous avez mentionné récemment la PPL de Francesca Paschini. Mais il y a une autre approche qui me semble intéressante, et vous l'avez mentionné aussi, c'est la sortie de l'élevage intensif, qui est une approche qui est très très différente. C'est aussi une mesure que nous avons dans le programme de notre parti. C'est aussi une mesure que Jadot avait proposée dans le programme ELV. Et cette mesure, elle me paraît intéressante parce que je pense que d'un point de vue politique, elle pourrait peut-être rassembler. Et je me demande à quel point, en allant chercher des partis plutôt vers la droite, on pourrait avoir, une transversalité en fait. Parce qu'on sait bien, de toute façon, à l'Assemblée, sans la majorité, il n'y a rien qui va passer. Et peut-être cette approche serait peut-être politiquement intéressante. Je me pose la question en tout cas. Comme c'est plus vraiment le temps des questions, je vais essayer de le formuler. Qui es-tu ? Ah oui, pardon. Bonjour, Céline, et je travaille à l'AVF sur la communication et la mobilisation des bénévoles. C'est peut-être plus une réflexion, une interrogation d'ordre personnel, mais militante forcément. Je me questionne sur la place des animaux marins dans tout ça, ou dans l'après tout ça. Comme je disais, c'est plus trop le temps des questions, donc je vais pas forcément, sauf si vous voulez apporter des éléments de réflexion. Donc déjà, je remercie, puisqu'il y a à plusieurs occurrences, la question des animaux marins a été posée. On parle forcément moins de pisciculture que d'élevage, et puis toutes les solutions qui s'offrent, que ce soit au travers de refuges ou d'éducation, c'est plus facile entre guillemets, parce que c'est pas facile quand même avec les animaux, les mammifères. Donc oui, voilà, c'est un sujet qui m'interpelle. Merci d'avoir mentionné donc la question des animaux aquatiques, et du coup, si c'était juste une remarque ou un partage, oui, du coup, j'invite toutes les personnes, tous les acteurs qui pensent, qui font ce changement, à considérer vraiment cette question des animaux aquatiques, puisqu'on le sait, les personnes qui ont tendance à réduire, à passer graduellement de l'omnivorisme vers le végétalisme passent par différentes phases et ont tendance à se reporter sur la consommation de poissons, qui est pire en fait, que ce soit éthiquement ou écologiquement parlant. Et c'est vrai que c'est un sacré sujet, parce que c'est pas évident de susciter de la compassion pour les animaux marins. Voilà, merci. Merci. Karine, je suis militante pour les animaux depuis 10 ans et demi. Je voulais juste rebondir sur un certain nombre de certaines choses qui ont déjà été dites, et peut-être deux, trois petits points autres, avec mon vécu, mon ressenti en tant que militante, notamment beaucoup rebondir sur la question qui a été évoquée pas mal largement ce matin, de la formation des médecins. Parce que moi, depuis 10 ans et demi, j'en finis pas d'être scandalisée, justement, je dirais de l'incompétence des dits professionnels de santé sur ces questions-là. C'est juste scandaleux. Et quand je vois que des associations, c'est super l'exposé qui nous a été fait ce matin de ce travail de fournir une brochure aux médecins. Mais voilà, les associations font ce travail avec leurs petits bras. Mais bon, en gros, c'est au moment de la formation des médecins. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen justement de
d'agir à la source pour qu'ils arrêtent de nous saper le boulot en fait. Encore une fois, c'est un ressenti en tant que militante. On voit au jour le jour les réactions sur les réseaux sociaux. On n'en finit pas de voir des témoignages de personnes à qui les médecins, les diététiciens, les nutritionnistes conseillent la viande pour le fer, les produits laitiers pour le calcium, etc. Personnellement, juste petite anecdote, moi, première analyse que j'ai fini par faire au bout de 2 ans et demi, jusque-là, j'en ressentais pas le besoin. La gentille médecin m'a dit « Ah, comme vous êtes végane, je vous fais le dosage du fer en plus. » Je lui ai dit « Mais non, c'est pas la peine. Tous les véganes ont un taux de fer meilleur que les autres. » Et ça a été le cas. Voilà, mon taux de fer était impeccable. Donc, gros souci à ce moment-là, à ce niveau-là, parce qu'on pourra, je pense, rien faire tant qu'on déconstruit pas ça, tant qu'il y aura cet antagonisme entre ce que nous on fait avec nos petites mains dans les sensibilisations et ce que racontent les médecins, diététiciens et nutritionnistes. Et puis donc les recommandations, on a un tel retard au niveau français par rapport à l'étranger, au niveau du PNNS, bon, ça a été souligné aussi. Autre levier, je pense justement au menu dans les hôpitaux, on n'en a pas parlé, ça, il y a à New York depuis un an et demi, il y a une option végane obligatoire dans tous les menus des hôpitaux de New York. Nous, en France, bon, c'est même pas la peine d'en parler. Gros levier peut-être aussi au niveau des sportifs, et en même temps, justement, tout le côté à déconstruire au niveau de la viande qui est encore tellement associé au côté viril, le côté machisme, etc. Donc je pense que si on peut infiltrer le milieu des sportifs de façon large, ça peut être un levier aussi. Juste souligner, ça c'est un vécu en tant, bon, tous les militantes connaissent ça, c'est pas pour se plaindre, mais c'est pour vraiment montrer à quel point il y a encore une telle désinformation, une telle ignorance au niveau de la population en général, quand on ose sur les réseaux sociaux faire la moindre petite remarque en faveur d'un peu de végétal et de diminuer la viande, on se reçoit les remarques du style « vous les véganes, allez brouter, moi mon steak, mon entrecôte, ma bataille, etc. » Enfin, c'est juste effrayant. Donc il y a quand même... On en est encore là, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais souligner. Et puis sinon, oui, autre chose, est-ce qu'il est encore acceptable que Interbev ou les chasseurs interviennent dans les écoles ? Je pense que ça... J'ai pas suivi de très près récemment, mais en tout cas, bon, ça a été beaucoup le cas. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un truc à ce niveau-là ? Et on parlait, juste dernière chose, les messages qui sont délivrés par les institutions publiques. Alors, notamment en termes de publicité, bon, je parle même pas des groupes privés, les publicités sur par exemple, les chaînes du groupe TF1 ou autres, mais ne serait-ce que sur France Inter, là, au fil des derniers mois, j'ai entendu le jeu des 1 000 € sponsorisé par les viandes limousines, une publication, des publicités à Noël pour le foie gras de chez Picard, et là encore récemment le jambon et le bœuf, et voilà, et tout ça avant et après, par exemple, l'émission La Terre au carré qui nous parle des problèmes climatiques sans arrêt. Donc il y a une dissonance totale incroyable à ce niveau-là. Voilà, c'est des petits points que je voulais évoquer. Merci. Est-ce que je peux juste poser une question avant peut-être que tu reprennes la parole, Élodie ? Moi, j'ai une question très rapide, je pense, pour vous, Pierre-Marie Aubert. Du coup, vous parliez des prairies et des externalités positives des prairies que vous prenez en compte dans votre scénario. Est-ce que vous prenez en compte aussi la possibilité de réensauvager les espaces s'il y a moins de prairies, justement, donc moins d'élevage extensif en plus de moins d'élevage intensif, la possibilité de peut-être remettre des forêts, voilà, est-ce que c'est pris en compte dans votre scénario ou est-ce que vous comptez le prendre en compte ? Hyper rapidement, en fait, on a un problème de bilan azote, sans rentrer dans les complexités. En fait, du coup, si on veut faire 0 azote minéral de synthèse, donc 0 fertilisant de synthèse, en fait, on a besoin d'un transfert des fertilités qui vient d'autre part que de la sol arable. En fait, sur la sol arable, avec juste les légumineuses, avec un tiers max, en tout cas, c'est ce qu'on juge aujourd'hui comme agronomie faisable, on n'a pas assez d'azote qui rentre. On est obligé d'envisager en fait une rentrée d'azote et de phosphore depuis les prairies par le transfert par les bovins. Et en fait, ça représente quand même 20% du sol d'azote d'Ortifa. Donc, si vous virez ça, il y a un trou dans la raquette. Après, c'est pas grave, hein. On peut aller chercher de l'azote minéral et faire un peu d'averboche et aller chercher du phosphate au Maroc. Enfin, je veux dire, je dis pas ça pour dire c'est une menace, mais en tout cas, c'est des choix à faire. C'est des choix de modélisation, hein. Mais en tout cas, ça pose cette question-là. Et après, le réensauvagement, oui, ça a été testé, ça pose des questions. C'est plutôt intéressant, mais voilà. En Suisse, on le fait.
Alors, on va encore avoir 10 minutes de prise de parole libre et c'est très intéressant en fait qu'après avoir laissé infuser tout ce qui s'est dit, vous puissiez vous exprimer. Et puis, dans une dizaine de minutes, on donnera la parole à Mathilde pour la clôture. Non, c'était une petite remarque, désolé. Tu as vu que je voulais intervenir, mais c'est vrai que c'est intéressant les études, mais ça prend en considération qu'il y a apparemment 50% de consommation de viande. Et si on réduisait justement la consommation de viande, il n'y aurait pas ce souci, j'imagine, de phosphate et d'azote d'intrants. Bah, si je le dis, c'est que c'est dans le bilan du modèle. Ouais, même avec en prenant en considération qu'on garde quand même une consommation de carnet à hauteur de 50%, si j'ai bien suivi. En fait, après, si tu fais un bilan global, donc on a fait un test de sensibilité avec 0 produits animaux dans l'assiette, t'as toujours 0 produits animaux. En fait, t'as un bilan azote qui est déficitaire. Voilà. Donc même si t'enlèves tout, en fait, ça boucle pas. D'accord. Voilà. Après, il en manque un peu moins. Mais ce qu'on regarde quand on fait ce que nos collègues néerlandais font avec des modèles d'optimisation un peu différents, c'est qu'en fait, si tu veux optimiser l'usage de l'espace, il te faut entre 10 et 20 grammes de protéines animales dans l'assiette. Voilà. Sur un système comme l'Europe, hein. Je te dis pas au niveau mondial. Voilà. D'accord, merci. Alors juste une petite remarque aussi ou un questionnement par rapport à ça justement, cet apport en azote. Est-ce qu'il ne serait pas le temps de se réconcilier aussi avec ce que l'humain produit de déchets? On le demande aux animaux finalement, alors que peut-être une filière où on pourrait être super innovant finalement en France, qu'allait le dire, pourrait pas être envisagée à ce niveau-là. Est-ce que c'est un scénario qui pourrait être possible, en tout cas, de travailler? Oui, alors c'est déjà travaillé. Hein, nos collègues de la Sorbonne, là, Gilles Billen et ses collègues, ils travaillent beaucoup là-dessus. En fait, les marges de manœuvre sont théoriquement assez importantes. Et alors, j'ai plus les chiffres en tête de ce que Gilles a fait. Après, pratiquement, c'est plus compliqué d'envisager des mobilisations très importantes. Enfin, c'est pas beaucoup plus compliqué que d'imaginer qu'on a des retours à de la polyculture élevage avec transfert de fertilité. Donc, je pense que ça vaut vraiment le coup de creuser ça. Et nous, on l'a peu fait. Voilà. Puisqu'on parlait de réensauvagement et qu'on parlait aussi ce matin de culture, je pense qu'il y a peut-être aussi un impensé de nos sociétés qui est le monde sauvage sans nous, quand on n'a pas la main dessus. Et donc pas seulement le réensauvagement des terres, mais aussi d'imaginer dans un futur qui sera forcément pas très proche, mais qu'on peut appeler de ses voeux, le retour par exemple d'herbivores sauvages. Alors je suis pas du tout qualifiée pour savoir dans quelle mesure c'est faisable, mais je pense que rien que d'un point de vue culturel, de réussir à penser un après et de nourrir à nouveau notre imaginaire avec ça, ça devrait aussi changer notre rapport avec les animaux, les voir pour ce qu'ils sont et pas ce qu'ils sont uniquement par rapport à nous. Voilà, moi je prends le micro, alors je suis bénévole, on est quelques bénévoles dans la salle. Moi je m'interroge par rapport aux chiffres, vous savez, je me demande s'il y aurait possibilité, vous voyez, d'en créer quelque chose, d'en se projeter dans une ferme expérimentale. Alors quand on dit par exemple on a les espaces pour sauver les animaux, refuges, où là on parle justement, déjà on disait sauver l'animal, deuxième communication pour sensibiliser, vous voyez, un modèle, présenter un autre modèle, mais avec des chiffres comme vous les avancez là. Vous savez, quand on nous parle des chiffres, à un moment donné, moi, je me perdais dans les chiffres. Vous voyez, le grand public se perd. Enfin, moi, je veux dire, je suis pas une scientifique, je suis pas... Vous voyez, mais dans une projection, quand j'ai quelque chose que je vois visuellement, autre que l'entendre, vous voyez, que ce soit pour le grand public ou des scientifiques ou même des politiques qui pourraient aller à un endroit bien précis, c'est ce que moi, j'appellerais une ferme expérimentale. Mais ferme expérimentale où on va voir que on a des... Vous voyez, quand on disait, là, il y a Djokovic, moi, je savais même pas au tennis qu'il était vegan. Et ben, vous voyez, ceux-là, que les mettre à un endroit, mais autre que à l'endroit de l'espace refuge, c'est comme, comment dire, un parc, une projection. Est-ce qu'on aurait les moyens de créer ça? C'est la question qui me vient maintenant. C'est un parc, en fait, vous voyez, où on pourrait faire une démonstration de tout ce qu'on dit là. Parce que tout ce qu'on dit là, les uns et les autres, on l'a pas au même endroit. Vous voyez, réunis, pour dire qu'on pourrait réunir toutes ces informations au même endroit. Qu'est-ce qui existe actuellement, même dans le monde? On n'a pas ça. Enfin, vous voyez, c'est la question, moi, qui me vient, avec les chiffres précis que vous donnez là. J'aimerais bien, moi, me le représenter. Je vais là, l'animal, voilà, il faut le préserver, parce que pour notre biodiversité, pour, vous voyez, les glyphosates, tout ça, qu'est-ce que je mets dans mon assiette? Mais j'aimerais réunir toutes ces informations au même endroit. Est-ce qu'on a les moyens de créer quelque chose comme ça?
Est-ce qu'on l'a déjà envisagé, nous les scientifiques, vous les scientifiques, pardon. Vous voyez, enfin. Peut-être qu'on peut mentionner le projet pilote qui s'appelle Vetopia, qui est un projet d'agriculture végane en Belgique. Je ne sais pas, Jérôme qui a visité, si tu veux en dire un mot. En fait, c'est un projet qui montre que c'est possible de cultiver, en tout cas sans intrants d'origine animale, tout ce dont on a besoin dans un régime végétal. Alors, j'avais pas prévu cette intervention, donc effectivement, c'est un projet de maraîchage vegan qui utilise aucun intrant, donc aucun fumier, aucun intrant animal, et qui utilise ce qu'il appelle le maraîchage sur sol vivant, où du coup, il donne directement au sol des végétaux pour nourrir le sol, avoir un sol vivant pour qu'il donne les nutriments, c'est ce que j'en comprends. Donc ça, je trouve qu'effectivement c'est super intéressant comme initiative. Je sais pas à quel point, si Pierre-Marie veut réagir sur à quel point ça peut être généralisé sur l'ensemble. Par exemple, est-ce que les prairies pourraient être valorisées autrement qu'avec des animaux, par exemple en transférant directement les végétaux vers les sols de culture? Alors du coup, peut-être il y a deux niveaux de réponse. Il y a une question hyper précise et puis une question plus large. Donc, moi, je réponds sur le volet scientifique. Donc, en ce moment, moi, je coordonne un projet européen qui s'appelle Pathways for Sustainable Livestock. Et donc, précisément, on construit, c'est de la science, mais 5 scénarios assez contrastés, dont un avec 0 animaux dedans, un autre avec un très haut niveau de bien-être animal. Voilà, bref. Donc ça, c'est une base de données en fait qui est en train d'être construite, qui est alimentée par un consortium de plus de 35 organisations de recherche à l'échelle européenne. Donc ça peut faire office d'eux. Et après, par rapport à la question qui est posée, en théorie, oui. Il n'y a pas de raison qu'on ait besoin de faire passer ça par le tube digestif d'une vache. Et c'est des choses auxquelles qu'on n'a pas beaucoup regardé. Certains collègues proposent de mettre tout ça dans un digesteur anaérobique pour faire du méthane et de l'énergie. Et en fait, là, c'est toujours un peu on est dans une tension assez classique, en fait, dans la discussion, dans la recherche et dans le dialogue avec les politiques, entre la vision et puis la réalité. Et puis les solutions qui marchent bien dans la vision et puis qui viennent se fracasser sur la réalité. Et voilà, et typiquement sur la méthanisation, par exemple, aujourd'hui, c'est un objet qui, sur le papier, a toutes les qualités requises, qui, dans la réalité, est quand même en train dans certains endroits, de prendre des routes pas forcément complètement positives, qui va plutôt renforcer le régime, on va dire, agro-industriel. Donc voilà, c'est vraiment pas simple comme question. Après, en théorie, oui. La réponse, c'est oui. On peut y aller. Si je peux ajouter juste un mot sur Vetopia, ce qui est hyper intéressant, pour ajouter par rapport à ce que tu disais, Jérôme, c'est que Vetopia, ils produisent 50 tonnes à l'heure actuelle, je crois, de fruits et légumes par an, sachant que ça fait très peu de temps qu'ils sont installés, je crois que ça fait 2-3 ans. Et le but vraiment de Benoît Noël qui a lancé ça, c'est de créer un modèle vegan. Alors lui, par conviction écologique, pas spécialement pour la cause animale à la base, mais vraiment par conviction écologique. Et donc c'est pas juste le petit maraîchage chez lui pour nourrir sa famille. Lui, son but, c'est vraiment de créer ce modèle et de montrer que ça fonctionne justement sur le terrain, dans les faits. Je peux juste répondre à madame. Le premier couple qui a transité sur Suisse, il avait une 50aine de vaches. Il faisait des vaches à lait et des vaches aussi pour la viande. Et lui, il a réduit de moitié, sauf erreur, son cheptel. Donc bien sûr, on ne peut pas garder toutes les vaches. Donc il a tué une partie de ses vaches. Et maintenant, sa ferme, ces vaches, c'est pour une ferme pédagogique. Les prés ont été cultivés. Il fait du pois chiche, il fait de l'avoine, et le pois chiche est livré chez New Roots. Voilà. Donc c'est une ferme qui est quasiment, comment on peut dire, en autarcie et qui fonctionne très très bien. Vous voyez, là encore, moi, j'ai pas, la projection de ce que je voudrais voir. Vous voyez, pardonnez-moi, j'insiste un petit peu lourdement, mais bien sûr que ça, c'est une partie de ce que moi, j'aimerais voir en tant que grand public. À côté de moi, les scientifiques qui sont présents, à côté de moi, les politiques qui se déplacent et qui viennent voir quelque chose qui fonctionne. Parce que là, vous voyez, vous dites une reconversion, bien sûr qu'il faut accompagner on sait bien, le système, ferme intensive, accompagner les politiques, la reconversion des agriculteurs et de montrer. Mais je voudrais le voir. C'est ça, vous voyez, j'ai pas réponse à ma question. Moi, j'aimerais un parc. Vous venez donner
J'aimerais un parc où je vois ceux qui sont véganes. Bah oui, tiens, je sais que là, on a ces sportifs qui ont démontré que. J'aimerais à côté. Alors, Laura, pardon, on va devoir clôturer et en particulier, on va devoir dire au revoir à notre parrain Gabriel qui va partir faire une interview et qu'on remercie infiniment pour avoir soutenu cet événement depuis le début. Donc Gabriel, c'est vraiment un pionnier de la défense du végétarisme et de la végétalisation de l'alimentation à LFI depuis des années et on le remercie encore vraiment beaucoup.